Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Uber a changé le monde du VTC. Une nouvelle façon de circuler a vu le jour. Aujourd'hui, vous avez le choix entre une multitude de sociétés, mais j'ai décidé de mettre en lumière une compagnie différente des autres. Une compagnie créée par une femme, avec des voitures de luxe conduites par des femmes, Cléopâtre Drive. Aujourd'hui, je reçois Telia, une femme au parcours hors du commun, inspirante et brillante. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux être référencé. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Télia, bienvenue dans ma pause café. Bonjour Tia, merci à toi de m'y recevoir. Avec plaisir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de parler de ton expérience, de ce que tu fais, parce que c'est juste incroyable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une question toute simple, au moins ça permet de planter le décor. Tu es plutôt thé ou café? Thé. Thé, d'accord, ok. Donc, on fera une pause thé avec toi. Oui. Alors, pour pouvoir mieux te connaître, on va d'abord parler de toi et de ton parcours. Qui es-tu, Télia? D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Alors, je suis une femme noire de 39 ans bientôt, la semaine prochaine, le 21 août. 39 ans, mère de 4 enfants. À la base, agent RATP, donc entrée à la RATP sans aucun diplôme. Entre-temps, en parallèle de la RATP, j'ai repris mes études dans le même temps. Donc, j'ai passé mon équivalent du bac, 3 années de licence et 2 années de master. Ce qui m'a amené à... Waouh! Donc, ce qui m'a amené par la suite à être agent RATP, psychologue clinicienne, psychothérapeute, coach personnel. Voilà. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Je sais que ton parcours n'est pas terminé, mais je vais juste rebondir sur ça. Comment tu fais pour passer autant de diplômes en étant salarié et en ayant des enfants? Alors, ce que je faisais, c'est une question d'organisation. Je travaillais en fait sur des jours de repos pour récupérer des jours pour aller en cours, ou sinon je posais des jours de congé annuels sur mes jours de travail, donc pour pouvoir me libérer et aller en cours, participer en cours comme tout le monde. Donc ce qui fait que j'avais des semaines sans repos, c'est-à-dire des semaines où j'enchaînais soit les cours, soit le boulot, soit mon emploi d'agent RATP. Voilà. Pour mes enfants, le soir, j'étais à la maison et je m'occupais des enfants le soir et le matin avant de partir, je m'occupais du dîner, du déjeuner, du midi. Je préparais pour elle avant de partir le matin très tôt. Donc, voilà, je m'organisais de façon à ce que tout soit fait et que tout soit réglé en temps et en heure pour chaque domaine de ma vie. Pourquoi tu as eu envie de passer tous ces diplômes alors que tu avais un travail? Alors, à la RATP, je me rappellerai toujours en formation d'un chef qui m'avait dit que mes résultats sont excellents, mais qu'il n'avait qu'une crainte, c'est que je me lasse très vite. Donc, par rapport à comment il me percevait, mon caractère, ma façon d'être. Ce chef a eu raison. Au bout de 2 ans dans cette entreprise de transport public, j'avais vite fait le tour. Ça ne correspondait pas en fait à ce à quoi ce que je voulais, ce à quoi je m'attendais. J'avais envie de réfléchir, j'avais envie d'être plus dans la prise de décision, plus dans, si tu veux, la prise d'initiative, la recherche de solutions, enfin, quelque chose de plus actif, un emploi plus actif, un poste plus actif, plus, on va dire, dans l'encadrement. Enfin, je n'étais pas, au bout de 2 ans, comme je te dis, je me suis plus Tu ne voyais pas continuer. Voilà, pour moi, ça devenait, si tu veux, un poste alimentaire. Et je ne me voyais pas faire toute une vie dans un poste alimentaire.
pour moi, quand on travaille, on doit se sentir épanoui à travers ce qu'on fait. On doit pouvoir, voilà. Donc après, comme je dis, hein, je ne crache pas dans la soupe. Ça correspond à d'autres personnes, d'autres caractères. Donc il y en a pour tout, il y a pour tout le monde, d'accord. Il y a des postes pour tout le monde. Voilà, il y a des caractères pour tous les postes. Donc voilà, par rapport à moi, comme je m'écoute énormément, ça ne correspondait pas à ce à quoi j'aspirais. Donc au bout de 2 ans, j'avais vite fait le tour et je me suis dit bon, j'ai envie de faire autre chose, mais sans diplôme, sans bac déjà de 1, parce que j'ai eu ma première fille, il faut le savoir, en terminale, donc je n'ai pas eu mon bac. Donc je me suis dit, sans bac premièrement, je ne pouvais prétendre à rien de mieux, à aucun salaire à la hauteur de celui que j'avais, et sinon plus. Donc quoi faire avant de changer, avant de partir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le bac. Donc, je suis allée prendre l'équivalent du bac, donc le DAU, que j'ai obtenu avec 16 de moyenne, donc avec mention bien. Donc, je me suis dit, mais après avoir arrêté, avoir des enfants, si j'obtiens le bac de cette façon, hein, de cette bonne façon, avec de bons résultats, continuons. On est dedans, pourquoi pas continuer? Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Autant faire des études et faire ce qu'on aime. Ah oui, donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Donc, ce que j'aimais, c'était réfléchir, c'était faire mon esprit fonctionner, faire des enchaînements de pensées. Donc, la philosophie. J'aimais énormément la philosophie. Oui, mais avec la philosophie, ça débouche sur quoi? À part professeur de philosophie ou écrivain, ça ne débouche sur rien de plus. Donc, philosophie, l'équivalent, je me suis dit psychologie, j'aime ça, la psychologie, voilà. Donc, ce qui fait que je me suis embarquée dans une licence de psychologie clinique. Donc, j'ai pris, en fait, comment je me suis organisée? Écoute, je me suis concentrée sur la licence, il faut savoir que c'est 3 années. Hein. Donc, je me suis concentrée sur année après année. Je me suis dit, je prends année, je ne me prends pas la tête. Je prends la première année, le premier semestre, ensuite le deuxième, et on fait petit à petit comme ça. Et petit à petit comme ça, j'ai obtenu ma licence 3 ans avec une mention bien. Bon, alors, arrivé en licence mention bien, pourquoi pas continuer? On y est. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le master, qui est en 2 années, le master. Pour passer en 2e année de master, il faut déjà en première année de master avoir un minimum de 12 de moyenne. Un mémoire, un passage devant jury, donc, et un minimum de 12 de moyenne, sinon on est bloqué au master première année. Eh bien, allons-y. Donc, je me suis concentrée sur mon master première année. Et voilà, il faut savoir qu'en master première année, j'ai eu ma 3e fille. Donc, j'ai fait toute mon année scolaire. Ce que j'ai fait, comme le master se divise en 2 parties, la théorie et la pratique. En clinique, tu dois aller en clinique, en hôpital psychiatrique, pour pouvoir faire ton stage. Et je me suis dit, je suis enceinte, je vais passer mes examens. Donc, je suis allée passer des examens. Il faut savoir que je suis allée passer mon dernier examen 2 semaines avant mon accouchement. Donc, vraiment gros, vraiment, les étudiants qui me regardaient, c'était vraiment impressionnant puisque j'étais sur le point d'accoucher de ma 3e fille. Donc, j'ai passé la théorie et l'année d'après, j'ai passé la pratique. Tu vois, parce que je ne voulais pas aller en psychiatrie, en hôpital psychiatrique avec le gros ventre et toutes les représentations que ça peut avoir sur les malades, en maladie psychiatrique. Il faut faire attention aussi à ces choses-là. Donc, j'ai fait mon master de première année en 2 ans. Et ensuite, je l'ai eu, je suis passée devant mon jury, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Quand j'ai eu mon bébé, j'ai continué à aller en cours. J'allais encore avec mon bébé. Donc voilà, ce qui était aussi, mon 2e semestre, je l'ai fait avec mon bébé. Donc ce qui était aussi inhabituel pour les étudiants, de voir une étudiante venir avec, écoutez, voilà, je savais ce que je voulais mon master, donc je m'en suis donné les moyens et j'y suis allée. Donc ça arrivait que je sois en train de prendre les cours, en train d'enregistrer les cours et en train d'écrire avec mon bébé au sein, voilà, tranquillement. Et donc voilà. Ensuite vient le master 2, le mémoire, le gros mémoire, vraiment, le gros jury. Et
j'ai obtenu mon master. C'est quand même dingue parce que quand on t'écoute, on a l'impression que rien n'est impossible. Là, tu nous dis, j'allais en cours avec mon bébé, je prenais mes cours en allaitant. Et c'est vrai que des fois, on se trouve tellement d'excuses et des excuses qui sont tellement minimes pour ne pas faire les choses que quand on t'écoute, on se dit, mais on n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit de ne pas essayer parce que toi, tu nous prouves que enceinte, j'y ai été. Mon bébé était petit, j'y ai été. J'avais un autre boulot, mais j'y étais quand même. Et je trouve que c'est quand même génial ce message que tu fais passer, que tant que vous pouvez y aller, allez-y, quoi. Il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Mais j'ai une phrase que j'aime bien dire, je suis ma propre limite. Ça veut dire que ma limite, ce n'est que moi qui la fixe. Quand, si tu veux, pour moi, comme tu dis, rien n'était possible. Il suffit d'y croire, de se fixer un but et de garder son cap, de se donner les moyens d'y aller. Quand on veut vraiment quelque chose, on peut. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est ce que je n'ai pas fait, c'est ce que, au fond, je ne voulais pas vraiment. Il ne suffit pas de dire je veux pour qu'on le veuille vraiment. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on exprime, et il y a ce que l'on désire vraiment. Voilà. Mais je suis totalement d'accord parce que quand on désire vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens finalement. Quand on veut simplement, le moindre petit obstacle nous fera renoncer, alors que le désir profond, rien nous fera renoncer si on le veut vraiment. Exactement. Et il y a autre chose aussi dans ton parcours, c'est que tu es une sportive de haut niveau. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif ? Alors, pareil, mon parcours sportif, donc il faut savoir que j'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans, donc en Guadeloupe. Si tu veux, j'ai continué en arrivant en métropole. J'ai arrêté la boxe, j'ai mis entre parenthèses la boxe après chacune de mes grossesses pour pouvoir m'occuper de mes enfants, les allaiter. Chacune des grossesses, j'ai arrêté, mais j'y suis dès que possible retournée. Je suis toujours revenue vers ce sport qui est mon sport de prédilection. Et il faut savoir également que j'ai aussi mis ce sport entre parenthèses durant toutes mes années d'études. Parce que ça faisait trop. Il y avait le foyer à gérer, mes enfants, donc que j'élève seule. Il y avait l'emploi à gérer et il y avait les études à gérer. Donc, il fallait prioriser. Oui, voilà. Il fallait agir par ordre de priorité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout est une question d'organisation. On regarde ce qui est prioritaire, ce qu'on doit faire avant, et ensuite on classe comme ça. On classe et on avance en faisant. Donc, le sport, je l'avais mis entre parenthèses. J'ai repris le sport donc en septembre, à la rentrée de septembre 2018, donc pour l'année 2018-2019. En janvier 2019, mon entraîneur me dit je t'inscris pour les championnats en décembre. Il me dit je t'inscris pour janvier pour les championnats d'Île-de-France de kickboxing. Je dis ah ouais, mais j'ai repris en septembre. Il me dit oui, oui. J'ai dit bon, ok, allons-y. Donc voilà, donc je passe tous les combats, toutes les sélections des championnats d'Île-de-France. Donc il faut savoir que tous les combats se faisaient lors de la même journée. Donc tu enchaînes les combats comme ça. Plus tu gagnes, plus tu enchaînes. Et donc jusqu'à la finale et que j'ai gagné, voilà, j'ai gagné la finale. Donc en janvier 2019, je deviens championne d'Île-de-France de kickboxing. Maman de 4 enfants. Voilà. Et donc sélectionnée avec mes enfants en train de crier, en train de me regarder. Donc c'était génial. Tout le monde était admiratif de ça. Et donc je deviens sélectionnée pour les championnats de France qui se dérouleront en mars. Mais il faut savoir que en janvier, je passais les championnats d'Île-de-France, je passais également la théorie pour avoir mon concours de VTC qui va me servir pour l'entreprise. Voilà. Ouais, dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà. C'est dingue. Comment tu fais pour avoir ce mental où tu te dis je ne lâche rien, j'y vais, je suis dedans, je ne lâche rien. Comment tu as fait pour te forger ce mental? Tiens, je ne saurais te dire. Tu as toujours été comme ça, même plus jeune? Plus jeune, j'ai toujours été téméraire, mais pas aussi ambitieuse, on va dire.
Plus jeune, j'étais téméraire, j'ai été, on va dire, hargneuse, tenace, mais pas dans le même domaine et pas forcément pour des bonnes choses. Donc, j'ai pas eu un parcours jeune très exemplaire, on va dire. Souvent, on nous dit que le fait d'être maman, on se découvre des qualités, un potentiel qu'on ne pensait pas. Est-ce que tu penses que tes enfants ont été ton moteur pour aller toujours plus loin? Alors, elles ont été un moteur, pas le seul. On va dire que c'est une addition de moteurs. Je pense que dans la vie, on a plusieurs expériences qui, si jamais on garde l'esprit ouvert, l'esprit réceptif, peuvent nous servir de moteur. Donc, effectivement, le fait de devenir maman, ça a été un moteur. Parce que là, je n'étais plus seule. Je ne faisais plus les choses pour moi seule, mais j'avais derrière une petite brochette de nénette qui me regardait. Donc, effectivement, le fait d'être maman était moteur. Il y a un autre moteur, c'est le fait que il faut savoir que j'ai été élevée par un père athée, donc je n'ai pas été élevée dans une pratique religieuse. Il faut savoir que le fait, moi aussi, pendant ce temps, en ayant des enfants, je suis allée m'inscrire pour du catéchuménat, donc pour une pratique religieuse, et que je me suis fait baptiser, donc avec mes enfants en train de me regarder, je me suis fait baptiser, donc la pratique spirituelle aussi a été un moteur, ça c'est vrai. D'accord. Également, les études de psychologie ont été un moteur, parce que ça m'a permis de descendre dans mon plus profond, de remettre à jour certaines choses, de me regarder en face, et avec mes qualités, mes défauts, et d'assumer de petit à petit qui j'étais vraiment, et donc par la même occasion ce que je voulais vraiment et ce que je pouvais et ce que je devais faire. Donc pour moi, s'assumer va forcément avec le fait de se regarder en face et de pouvoir avoir un esprit vraiment critique sur soi et une analyse de soi plus poussée que possible. Ouais, et ça te permet d'avancer. Et ça permet d'avancer, ça sert de moteur. Donc, on trouve des moteurs dans tout ça. Ça, c'est génial. Tu as 4 enfants. Comment vivent-ils le fait que tu sois une maman championne de boxe? Parce que c'est pas évident, tu vois, tu fais pas de la danse comme beaucoup de mamans, tu fais pas de la zumba ou des choses comme ça. Là, tu prends des coups. T'en donnes aussi, mais t'en prends aussi. Comment ils le vivent? Écoute, je sais pas si elles se posent vraiment cette question parce qu'elles l'ont toujours vécu. Comme je t'ai dit, j'ai arrêté à chaque fois pour allaiter mes enfants, pour m'en occuper donc pendant leurs premiers mois. Mais il faut dire par exemple que je me rappelle ma plus grande, mon aînée qui va avoir 20 ans cette année, à l'époque, elle m'a vu faire, à l'époque, je faisais de la boxe française parce qu'il faut savoir que je suis passée par plusieurs boxes, différentes boxes également. Et j'avais fait les championnats d'Île-de-France, donc j'avais fait championne d'Île-de-France de boxe française à l'époque, puis vice-championne de France de boxe française. Et je me rappelle qu'elle était autour du ring en train de s'exciter, en train de crier « Maman, maman !» Et elle avait 2 ans, 3 ans. Donc, tu vois, je ne pense pas qu'elle se pose vraiment de questions. Je pense que pour elle, c'est de l'ordre de la normalité, puisqu'elles l'ont toujours vécu. Donc, est-ce que c'est un sport qu'elles aiment ou tu as l'impression qu'elles ne sont pas du tout intéressées? Alors oui, elles aiment, puisque mes 2 plus grandes ont fait de la boxe pendant longtemps. Avec moi, on a fait 2 ans de MMA ensemble. D'accord. Ensuite, ma plus grande a abandonné parce qu'elle a pris des études. Enfin, c'était un peu compliqué de tout concilier pour elle. Elle se concentre énormément. Par contre, ma deuxième, qui a 16 ans, elle également cette année a fait les championnats d'Île-de-France, a fini vice-championne d'Île-de-France de boxe thaï. Oui, on fait ensemble, on est dans le même club, donc ce sont des moments privilégiés entre elle et moi, on partage énormément, échange, on met les gants ensemble, donc oui, ma deuxième est dans le monde de la boxe. La troisième,
Elle, depuis petite, affectionne et est passionnée et très douée pour le foot. Donc, elle fait du foot. Elle a été d'ailleurs sélectionnée pour une nouvelle académie dans le 93 cette année. Donc, parmi les meilleurs garçons du 93, elle a été prise pour les U11. Voilà, la seule fille à avoir été sélectionnée. Donc, voilà. Donc, si tu veux, on est un peu dans ça. Et puis, ma dernière, qui vient d'avoir tout juste 4 ans, elle, cette année, a commencé par la danse moderne jazz. Donc, on commence tout doucement. D'accord. Voilà. Vous êtes 3, ta plus grande elle a arrêté, mais bon, vous étiez 3 dans un monde très masculin. Comment on vit le fait d'être une femme dans un monde entouré d'hommes? Et 4 même, je te dirais, puisque celle qui est au foot est dans une... oui aussi, ouais, exactement, 4, bien sûr. Qui est un sport qui est à tendance masculine. Ouais. Donc, comment on le vit je vais te dire naturellement, ça m'a jamais posé de problème parce que étant moi-même garçon manqué très jeune, parce que je te dis que j'ai pas une jeunesse, on va dire, typique féminine. Donc, non, très naturellement. Je me pose pas de questions. J'ai ma place. D'ailleurs, le fait que je ne me pose pas de questions, le fait qu'une femme dans un monde d'hommes ne se pose pas de questions, amène les hommes eux-mêmes à ne pas se poser de questions à son sujet. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. En fait, j'aime beaucoup dire que l'environnement, le monde externe, n'est que la projection de ton monde interne. C'est vrai. L'extérieur, l'environnement ne te perçoit que comme tu te perçois toi-même à l'intérieur. Donc, j'adore cette phrase. Pour moi, il n'y a pas de mystère. Et c'est vrai, tu sais, je parlais récemment avec une femme que j'ai interviewée justement pour le podcast, et on mettait en avant le fait que nous, femmes, on a tellement tendance à se poser 1001 questions pour tout et n'importe quoi, et que forcément, comme tu le dis, en face, les hommes ne se posent pas autant de questions, et c'est vrai qu'on peut paraître des fois incertaine, pas sûr de nous, parce qu'on a tendance, exactement, parce qu'on se pose trop de questions, alors qu'en fait, ta démarche est vraiment tellement logique. Si je sais pourquoi je suis là, si je sais pourquoi je le fais, je n'ai pas à me poser de questions. Exactement. C'est comme quelque chose d'inéluctable, quoi. C'est quelque chose de... Voilà, c'est comme ça. Donc, les gens à l'extérieur le perçoivent comme ça. Et on a l'impression que, tout comme pour ma société, que tu as toujours été dans le milieu. Alors que non, tu viens d'arriver. Tellement cette volonté en toi, et tu sais tellement où tu vas aller, tu sais tellement ce que tu veux faire, que personne autour ne se pose de questions sur ton côté fiable, ta fiabilité dans ce domaine. Puisque tu projettes une sensation de certitude et de quelque chose de fiable, de solide. Ouais, on prend au sérieux. Voilà, exactement. On va parler maintenant de Cléopâtre Hive. Tu nous disais que pendant que tu passes tes sélections pour le championnat de France, l'Île-de-France plutôt, voilà. Tu passes aussi en même temps tes examens pour être chauffeur VTC. Alors, on va partir de ce moment-là. Comment ça se passe? Pourquoi tu te lances dans ça déjà? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir aussi déjà d'où vient cette idée. Parce exactement. Que je n'étais pas du tout dans ce monde-là. Bon, d'accord, j'avais mon permis de conduire comme tout le monde. Ça faisait 15 ans que j'avais mon permis de conduire, un permis de conduire que j'ai fait acquisition au moment de mon entrée à la RATP, donc en janvier 2003. J'avais mon permis simplement. Et pourquoi je me lance dans ce milieu? Tout simplement parce que durant l'année 2018-2019, mon aîné fait une année de médecine. Sachant que cette année de médecine qui est sur concours est très compliquée, très sélective, je me décide à lui offrir une prépa de médecine à côté. Cette prépa de médecine, il faut savoir que c'est 5 000 euros. Sortir 5 000 euros comme ça, il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Et en plus de ça, je ne voulais pas changer le quotidien du foyer. Je ne voulais pas que les autres sœurs soient privées de leurs activités habituelles, sportives. Et puis, il faut savoir qu'elles partent au ski chaque année. Donc, elles vont en colonie chaque année. Je ne voulais pas que tout ça change. Et qu'elles aient peut-être plus tard à reprocher à la grande sœur. Voilà, qu'elles aient été privées. Moi, de la même façon,
avec tout ce que je fais de sérieux, j'ai besoin aussi de souffler, de voyager, de faire les carnavals dans les Caraïbes. Ça, c'est mon exutoire, on va dire. Mhm. Donc, je ne voulais pas aussi, je ne voulais Te pas priver de tout ça. me priver de ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai l'idée de faire? J'ai l'idée d'après mes journées de travail, après avoir fini mes journées de travail, de rentrer m'occuper des enfants, de leur donner à dîner, de déborder et de faire ma mère venir dormir avec elle la nuit. Et ensuite, moi, prenant mon 4x4 Chevrolet, donc une belle voiture, ce qui a son importance, me mettre en rapport avec une application et toute la nuit, assurer comme ça ce qu'on appelle des courses. Jusqu'au petit matin, 5h30 où je rentre, je dors 1h30, 2 heures, je me lève pour faire le repas pour la journée et c'est reparti pour une journée donc, de travail et l'enchaînement, voilà, jour après jour. C'est dingue. Voilà. Ça fait ça combien de temps? 2 semestres, donc les 2 semestres de médecine, le temps de payer la prépa. Et il s'avère que les gens étaient vraiment enjoués du fait que je sois une femme et du fait que j'ai une belle voiture. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure la marque de la voiture et le standing de la voiture, parce que ça a son importance. Donc, qui m'a fait avoir l'idée, ben tiens, pourquoi pas? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça demande également, la vie demande également de garder un esprit ouvert et d'être attentif. Voilà, un esprit attentif à tout ce qui se passe autour. Voyant la réaction des gens, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Associer femme et belle voiture, standing, et ensuite y ajouter ma touche perso, qui est celle de la femme qui aime recevoir. Donc, quand je reçois chez moi, que je fais à manger, que je régale mes hôtes, faire la même chose dans ma voiture. Quand on arrive dans les voitures chez Cléopâtre Drive, que la personne se sente à son aise, qu'elle choisisse, qu'elle ait de quoi être accueillie. Donc voilà, donc je me décide de monter cette société, je me renseigne, je fais une formation d'une journée pour prendre les renseignements donc à la Chambre des métiers. Et là, je me dis, bon, à la Chambre des métiers, je vois qu'il y a deux façons de faire. Soit je prends quelqu'un qui a déjà cette qualification et j'ouvre mon entreprise avec sa qualification, ou soit je l'ouvre par moi-même. La première option entraînerait que cette personne, je n'aime pas être dépendante des gens. Ouais. La première entraînerait que cette personne, je sois dépendante dans le sens où si cette personne me quitte, je n'ai qu'un mois pour retrouver quelqu'un d'autre avec la même qualification, sinon je dois mettre les clés sur la porte. Donc ça voudrait dire que je devrais peut-être répondre au moindre caprice de cette personne sous prétexte qu'elle ne me quitte pas. Eh bien non, je me suis dit, écoute Télia, ça mettra un peu plus de temps, mais va passer tes examens. Comme ça, tu auras tout ce qu'il faut pour. Donc, janvier m'amène, donc, en même temps que mon championnat d'Île-de-France, à passer ma théorie. Il faut la théorie pour aller à la pratique et il faut les championnats d'Île-de-France pour aller aux championnats de France qui se dérouleront tous le même week-end. Donc, le vendredi pour la pratique du concours VTC et le samedi et dimanche pour les championnats de France. Donc, voilà. Donc, en un week-end, j'ai tout bouclé, j'ai tout fait et j'ai tout eu, j'ai tout réussi. Trop bien. Le même week-end, chauffeur VTC avec la carte, le concours en poche, et je devenais dans le même week-end championne de France, cette fois-ci, de kickboxing 2019. Rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Exactement. C'est dingue, voilà. C'est dingue. Voilà un peu le parcours. Donc, j'ouvre Cléopâtre Drive Prestige et est-ce que ça a été compliqué de te lancer? C'est-à-dire, est-ce que les démarches ont été compliquées? Je ne dirais pas compliqué, parce que compliqué voudrait dire que compliqué pour moi a une dose d'affect dans ce mot compliqué. Les démarches ont été laborieuses. Pourquoi? Mais je les ai parce que on te fait un peu, on te balade un peu. Il faut aller par-ci, faire tel papier. Ah non, en fin de compte, là, c'est fermé. Il faut aller, ça ne se fait plus ici. Il faut envoyer un mail ou bien écrire par papier, attendre la réponse. Ah non, ben en fin de compte, c'est pas comme ça.
il faut aller à un autre endroit. Non, mais c'était vraiment laborieux. Mais je me refusais de me laisser, si tu veux, de me laisser appesantir par tout ce parcours un peu parcours du combattant. Pour toi, c'était ce qu'il fallait faire pour arriver à ce que tu voulais. Je ne me posais pas de questions. C'est-à-dire, c'était ce qu'il fallait faire. On m'a dit non, c'est pas ici, c'est par là-bas. Bon, ben, j'y vais par là-bas. On me ballotte, on m'envoie de l'autre côté. C'est pas grave, j'y vais de l'autre côté. OK. Donc, mais je me disais bien, et je disais bien autour de moi à qui voulait l'entendre, on me balade, mais je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Ils ne mourront pas. Je ne lâcherai rien. Je disais tout le temps. C'est vrai que tu as un mental qui est impressionnant parce qu'il y a tellement de personnes qui auraient lâché l'affaire en disant non mais vas-y, ça me saoule, j'en ai marre, je perds mon temps. Et toi, tu dis non, je lâche pas, c'est ce que je veux, donc je lâche pas. Je savais ce que je voulais. Je voulais ouvrir mon entreprise. C'était les conditions pour pouvoir ouvrir mon entreprise. Donc, les conditions pour pouvoir ouvrir mon entreprise, OK. Je les accepte et j'y vais. C'était pas, je ne pouvais pas me poser de questions. Je ne laissais pas de place à la question. Ouais, pas de place à l'apitoiement et non, on y va, c'est dur, c'est compliqué, mais on y va. Voilà, exactement. Est-ce que en France, il est facile d'avoir des financements pour quand on se lance comme ça, comme toi? Alors là, j'aime bien ton rire. Ah ben oui, ben parce que non, mais c'est à moi que tu poses cette question. Mais écoute, mon entreprise, je l'ai ouverte petit à petit avec mes petits moyens. D'accord, ma seule paye, mon seul foyer, mes seules entrées d'argent de mon foyer. Ça a demandé de se serrer la ceinture dans le foyer. Et voilà. Quand je disais que je n'ai pas voulu pour la prépa de médecine de ma première fille faire des concessions sur le reste, ben là, cette année, on a dû faire des concessions. Ça tombait très bien qu'il y ait le Covid, j'ai envie de te dire. Parce que, ben, du coup, comme tout était annulé, on n'a pas eu à se la maison. Vraiment. C'est ça. Donc voilà, donc c'est un peu égoïste que je dis, mais bon, c'est la réalité, c'est ma réalité, donc voilà. Mais c'est important si je pose cette question de financement parce qu'il y a certainement des auto-entrepreneurs qui ont envie de se lancer et souvent, très très souvent, le financement, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et des fois, on a les noms de la banque, on a un nom au niveau des aides et on se dit mais mince, mais comment je peux faire? Et toi, tu nous prouves que j'ai une famille, j'ai 4 enfants, j'ai des enfants qui font de grandes études, mais voilà, j'y vais petit à petit, mais j'y vais quand même. Et même si ça prend un petit peu plus de temps, j'ai qu'un salaire, mais on y va quand même. Et aujourd'hui, ton entreprise est là, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Donc, il faut savoir que je n'ai eu aucune aide. Je n'ai eu aucune aide. Ouais, j'ai eu aucune aide. Et pendant... Vas-y. Mm-hmm. Tu parlais du Covid tout à l'heure. Comment tu as vécu la période de Covid, justement? Très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué. C'est pour ça que depuis la sortie du Covid, je charbonne sans relâche. Je n'arrête pas. Voilà. Et tout se règle petit à petit et tranquillement. Voilà. Je me pose pas de question. Voilà. Je me pose pas de question. Il faut le faire. On charbonne, on y va, on retrousse les manches et on y va. Mais le Covid a été très compliqué parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait aucune entrée d'argent. Je ne pouvais prétendre non plus à l'aide, soi-disant, dont on avait parlé de l'État, là. Je ne pouvais pas y prétendre. Pourquoi? Parce que mon entreprise n'avait pas un an de vie. Ouais. Et donc, je n'avais pas moyen de prouver qu'il y avait une perte de bénéfice, puisque de toute manière, il n'y avait pas de bénéfice. Ouais. Donc, si tu veux, donc, je n'ai pu prétendre à aucune aide. Donc, il y avait encore les sorties, mais il n'y avait pas d'entrée. Ouais. Donc, voilà. Mais au moins, c'est en train de se réguler et on souhaite que ça se développe beaucoup plus avec les mois à venir en espérant que cette crise s'arrête un jour parce que je crois que malheureusement ça atteint tout le monde d'une manière ou d'une autre, donc j'espère vraiment que cette crise s'arrêtera très rapidement. On a parlé de tes enfants, mais est-ce que tu as toujours été entouré, que ce soit par des proches, ta famille, dans tout ce que tu entreprenais? Parce que c'est quand même important. Des fois, on a peut-être l'impression de se sentir seul quand on est auto-entrepreneur, quand on est sportif de haut niveau. Est-ce que toi, au contraire, c'est peut-être le fait d'être bien entouré qui t'a permis d'aller jusque-là dans tout ce que tu as entrepris? Alors, je ne suis pas auto-entrepreneur.
c'est une SASU que j'ai ouverte, c'est une SASU. D'accord. Parce que par rapport à l'auto-entrepreneur, ça a des avantages voilà, ça correspondait plus à mon statut que je désirais. Voilà. Okay. Maintenant, tu as demandé, Est-ce que tu as toujours été entouré par tes proches, ta famille, dans toutes les périodes de ta vie où tu as dû faire des choix, où tu as dû entreprendre des choses, que ce soit le sport ou tes études, Cléopâtre Drive? Est-ce que tu as toujours été entouré, ou est-ce que des fois, on se sent vraiment seul quand on est amené à faire des choix comme les tiens? Non, alors, il faut savoir que entouré, je le suis maintenant. Voilà. Il faut savoir que quand j'étais jeune, comme je t'ai dit, j'ai pas eu une adolescence très facile. Donc, du coup, j'étais pas entourée. Les seules personnes qui, on va dire, croyaient en moi, c'est 3 personnes. C'est ma défunte grand-mère, mon oncle, le frère de ma mère et ma mère. Donc, il y a ces 3 personnes-là qui me témoignaient, on va dire, ne serait-ce que par la parole, le fait qu'ils croient en moi et qu'ils savent qu'un jour, je ferai de grandes choses. Maintenant, donc, il faut savoir qu'il y a toute cette période où non, donc grande solitude. Il faut savoir qu'au début de ma première grossesse, par exemple, à part ma mère à mes côtés, il faut savoir aussi que la solitude, à part mes amis à l'extérieur, parce que avoir un premier enfant jeune, c'est pas toujours bien perçu, c'est pas toujours bien vu. Pour tout le monde, la vie est finie, la vie est gâchée, enfin voilà, tous les préjugés qui vont avec. Donc non, je n'ai pas toujours été bien entourée. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vraie famille autour de moi, mes enfants, ma mère, mon père qui est revenu, mes sœurs, mes beaux-frères, mes amis. Ouais, j'ai de très très bons amis je dirais même quelquefois des frères et sœurs, qui sont vraiment 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 attachés et qui m'encouragent énormément. Je pose cette question parce que des fois, on peut se sentir seul, ou on est vraiment seul quand on entreprend de grandes choses, mais je crois profondément que quand on a, comme on disait tout à l'heure, ce désir vraiment profond, faut rien lâcher. C'est pas évident parce qu'on n'a pas d'épaule sur qui se reposer, mais il faut pas perdre de vue son objectif, parce qu'au final, une fois qu'on a atteint son objectif, il y a la lumière avec qui arrive, et des fois, voilà, les autres arrivent, la lumière attire la lumière, et c'est ce que tu as vécu en fait. Exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as appris, on va dire, sur les 3 dernières années? Quelles sont les grandes leçons que tu as apprises? Question dure. Ouais, question dure, mais à la fois en même temps simple. Si la première chose que je vais mettre en avant, et c'est ce que tout le monde doit vraiment intérioriser, je pense, pour pouvoir évoluer, c'est que la vie, c'est, pour moi, selon la façon dont je la vois, ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est amené à changer tout le temps. Ça veut dire que pour moi, je ne conçois pas qu'aujourd'hui d'être de la même manière qu'il y a 2 ans, 3 ans. Il y a une évolution. Forcément, il faut qu'il y ait une évolution. C'est-à-dire que cette évolution te prouve que tu as eu une compréhension, que tu as eu une intériorisation des épreuves passées, des cassages de bouche, des choses positives aussi. Des joies également, des rencontres. Voilà, en fait, c'est ça. Si jamais je dois, 3 leçons, c'est vraiment se regarder soi-même, savoir se remettre en question,
et tenir bon. Vraiment tenir bon. Ouais, se regarder, savoir se remettre en question, ça va ensemble. Ouais. Tenir bon, c'est c'est une deuxième chose. Apprendre à se connaître, ça va avec se regarder. Plus tu te regardes, tu vas apprendre à te connaître. Et plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas apprendre à réaliser, à te réaliser. C'est vraiment ça. Tout ça va vraiment ensemble. Tout est intriqué, tout est imbriqué. C'est vraiment... voilà. Et vraiment s'entourer des ondes positives, s'entourer de positivité, s'entourer de laisser à côté le négatif, laisser à côté le doute. Donc tout ça négatif, le doute, je mets ensemble. C'est vraiment s'entourer de positif, de lumière, s'entourer de joie et prendre vraiment les choses du bon côté, c'est-à-dire le positif. C'est-à-dire qu'il y a derrière chaque épreuve, derrière chaque chose qui nous paraîtrait au premier abord négative, il y a toujours une leçon, il y a toujours une émotion positive à en tirer et il y a toujours une maturité à en tirer. Donc, toujours, ne pourront que vous servir pour un autre domaine. Comme je dis tout le temps, ne pas réussir n'est pas un échec. Ne pas réussir un projet, ne pas réussir une entreprise, ce n'est pas un échec. Quand on entreprend quelque chose, ne pas réussir, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas le faire. C'est de ne pas entreprendre, de ne pas essayer. Ça, pour moi, c'est ça l'échec. Génial, j'adore ta vision des choses parce que ça nous permet de nous projeter, de nous dire tout est possible en fait. Il faut juste que je réalise qui je suis, ce que je veux vraiment et qu'une fois que j'ai compris ce que je voulais, de ne pas perdre de vue mes objectifs. Et ce sera pas facile, je vais peut-être échouer comme tu dis, il y aura peut-être des échecs, mais je vais apprendre et puis ça va peut-être m'ouvrir une porte sur autre chose ou une porte que je n'avais pas vue et finalement on apprend toujours. Je dirais que le risque n'est pas un échec, le risque est de ne pas réussir. Mais si cette entreprise-là, ce projet dans lequel tu t'es lancé, tu ne l'as pas réussi, il n'a pas abouti, il n'y a pas eu d'aboutissement, ce n'est pas un échec parce que forcément, l'énergie que tu as mis, l'expérience que tu as acquis en faisant ce projet te servira toujours pour le projet qui est pour toi. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que ce projet-là, en lui-même, n'était pas pour toi, sauf que l'énergie que tu as mis dedans, l'expérience que tu as acquis en mettant en place ce projet, en essayant de mettre en place ce projet qui n'a pas réussi, te servira pour la réussite, pour la gloire d'un autre projet. Donc, ce n'est pas un échec. Le fait de ne pas réussir, tu ne réussis pas un projet, tu n'as pas échoué. Parce que tu as toujours la possibilité, tu es en vie, tu as toujours la possibilité de déplacer les choses. Comme je disais tout à l'heure, la vie n'est pas quelque chose de fixe. Les choses peuvent être déplacées. Donc, les projets peuvent être déplacés. Les domaines peuvent être déplacés. J'aime beaucoup, beaucoup ta façon de voir. On va parler de Cléopâtre pour finir, parce que ça va faire presque une heure qu'on est en train de papoter. Est-ce que tu peux nous dire quel service tu offres avec Cléopâtre Drive? Qu'est-ce qu'on peut avoir si on t'appelle? C'est quoi la différence avec les autres VTC? Voilà. Alors, c'est très important. Donc, Cléopâtre Drive est un service de conductrice privée. Donc, ce sont des femmes qui conduisent. Donc, ça, c'est déjà important de le savoir quand on fait appel à Cléopâtre Drive. Ce sont des femmes qui vous conduisent et qui vous offrent, qui mettent à votre disposition, Cléopâtre Drive met à votre disposition un service haut de gamme. Donc, ça aussi, c'est important de l'avoir en esprit, un service haut de gamme. Ce qui veut dire que quand vous vous adressez à Cléopâtre Drive, il ne faudra pas s'attendre, donc déjà avoir un homme au volant, il ne faudra pas s'attendre à avoir le même prix qu'un service standard. Ouais. Donc, pourquoi je précise ça? Parce que c'est important. Si vous allez, par exemple, dans un restaurant haut de gamme, un restaurant de prestige, d'accord, un restaurant étoilé, et que vous commandez un hamburger,
il ne faudra pas vous attendre à ce que ce soit le même prix que l'hamburger du fast-food. Exactement. Ce ne sera pas la même chose. Donc, c'est la même chose pour Cléopâtre Drive. Pourquoi? Parce que dans le restaurant étoilé, l'hamburger sera peut-être avec de la viande fraîche, pas du surgelé. La laitue, la tomate qu'on mettra dedans, ce seront des légumes frais. Ce seront des produits sortis du terroir. Donc, ce sera un hamburger qui aura eu une certaine valeur ajoutée. Distinction. D'accord? Une valeur ajoutée. C'est la même chose pour Cléopâtre Drive. Quand vous venez, vous appelez Cléopâtre Drive, les conductrices descendent de leur voiture, contrairement à d'autres services VTC. Les conductrices descendent de leur voiture, vous accueillent, elles sont là en train de vous attendre, elles vous ouvrent la porte, elles vous installent, elles referment la porte derrière vous, elles s'assoient. Leur question, c'est: souhaitez-vous une traversée silencieuse, une traversée en musique? Il faut savoir que si vous choisissez une traversée en musique, il y a différents répertoires. Vous choisissez votre musique. Donc, il y a de tout dans les véhicules, sachant que ça va aussi bien du classique, Mozart, Beethoven, en passant par les musiques maghrébines, en passant par les musiques africaines, afro-caribéennes, en passant par les bruitages pour les adeptes de zen. Il y a des bruitages de mer, des bruitages d'animaux, en passant également pour les enfants par des comptines, des contes de fées, donc de la salsa. Vous trouvez tout ce qui existe, du jazz, vous trouvez tout ce qui existe. Donc c'est génial. C'est votre moment, c'est vous qui choisissez. Il faut savoir également que dans les véhicules, vous avez à votre disposition de l'eau, du jus, des noix de cajou, des bonbons, de la lecture. Maintenant, avec le Covid, donc la plupart des véhicules ont des vitres, du plexiglas. Également à votre disposition est mis dans les véhicules des masques de protection. Ça, c'est cool. Les conductrices ont obligatoirement leur masque sur le visage. Donc voilà. Donc faut voir. Vous avez du gel aussi désinfectant dans les véhicules. Ça, c'était déjà en place avant le Covid. Vous avez du gel et des mouchoirs, un paquet de mouchoirs dans le véhicule à votre disposition. Donc voilà pourquoi. De quoi charger votre portable. Voilà pourquoi ce service est différent dans le fait que ce soit des femmes, dans le fait que le service soit haut de gamme, un service adapté sur mesure, sachant également qu'on couvre tout Paris, toute l'Île-de-France, et que nous allons jusqu'à 2h30 de Paris, ce qui aussi n'est pas commun chez tous les ça c'est génial, exactement. Voilà. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire on a des contrats enfants, parce que beaucoup de parents sont plus rassurés d'avoir une conductrice pour leurs enfants. Donc, nous avons beaucoup de contrats enfants où on prend les parents, notamment chez les parents également divorcés, séparés, où on prend un enfant chez la maman, le déposer chez le papa, également prendre des enfants sur Paris chez les parents, les déposer chez les grands-parents en Normandie, en Vendée, en Orléans. On offre énormément de services. On peut offrir un service simple d'un point A à un point B, comme on peut mettre à disposition une conductrice durant 1 heure, une demi-journée, une journée, une semaine. On fait énormément. Alors moi, pour avoir fait appel à tes services, justement, moi je vais donner mon ressenti. Et c'est vraiment pas parce que tu es là, mais le haut de gamme se fait vraiment ressentir. Et ça, j'ai apprécié parce que des fois, on nous vend quelque chose, donc des fois on nous vend du haut de gamme et puis on arrive, on se dit mais c'est pas du tout du haut de gamme, c'est voilà quoi, j'ai l'impression d'avoir un VTC basique, alors que là pas du tout. Je me rappelle que le trajet qu'on a fait, on l'a fait plusieurs fois, ça a été, alors moi pour le coup j'avais besoin d'une voiture pour faire Orly, Charles de Gaulle, et c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que, alors j'ai pas envie de prendre le transport en commun quand je sors d'un vol. Et ce que j'ai aimé, c'est justement ta présence quand je suis sortie de l'aéroport. Tu étais déjà là bien avant que mon avion n'atterrisse. Donc déjà, ça, c'était cool. Je n'avais pas à attendre la voiture. Ensuite, comme tu le dis, je suis arrivée, tu as pris mon bagage, tu as ouvert la porte. À l'intérieur, il y avait des magazines, il y avait des bonbons. Je ne devais pas les manger parce que je m'étais dit, il est 8 h du matin. Non, mange pas les bonbons. Finalement, j'ai tout mangé.
Il y avait une bouteille d'eau et c'est vrai que j'étais hyper confortable. C'était hyper confortable. La voiture est vraiment belle, vraiment, vraiment belle. Et je me suis sentie bien pendant tout le trajet. Et j'avais fait appel à toi aussi un soir en sortant d'un restaurant sur Paris pour aller à Orly. Et pareil, là, en sortant du restaurant, tu étais près de la voiture, dehors, à m'attendre. Et pareil, tu m'as ouvert la porte, tout ça. Et je trouve que le service est vraiment, vraiment du haut de gamme. Donc, quand tu le dis, il faut que les gens qui nous écoutent ne se disent pas, oui, mais bon, elle dit ça et c'est peut-être pas ça. Non, non. Moi qui suis très pointilleuse à ce niveau, c'est vraiment du haut de gamme. Et faut le dire, faut le mettre en avant parce que pour moi, c'est l'une des valeurs ajoutées. Vraiment. Exactement. Il faut savoir que l'hôte, je tiens vraiment à ce que ce soit un moment privilégié. C'est-à-dire qu'ils se sentent, parce que c'est pas tout le monde, tu sais, il y a certaines personnes qui prennent ce service pour se faire plaisir, pour faire plaisir à la dulcinée. Tu vois, donc j'ai vraiment envie que ce moment soit privilégié, soit particulier, tu vois. Parce que à partir du moment où tu payes un service, il faut que tu en sois vraiment satisfait. Moi, c'est quand mon client, mon hôte quitte mon véhicule, il faut vraiment qu'il se dise « Ah oui, j'ai été pris en considération, c'est vraiment ça. Je reçois, comme quand je reçois chez moi, je reçois. La personne doit être à l'aise, la personne doit être sentie un petit peu comme un prince. Des fois, je vois des gens qui sont un peu gênés par le fait qu'on leur ouvre la porte, qu'on les installe. Ça leur fait partie. Ils ont l'impression, tu sais, la vie va tellement vite. Et puis surtout la vie en métropole, le rythme de vie où les gens n'ont pas le temps de s'occuper les uns des autres. C'est vraiment un moment, je trouve, où j'ai envie qu'il soit privilégié pour la personne. Qu'elle sente qu'elle est de la valeur, qu'elle sente que, voilà. En fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce moment. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre ta société en avant parce que je trouve que la valeur ajoutée que tu proposes, on la retrouve pas ailleurs. Et pour moi, ça, c'est hyper important. On vit vraiment une expérience quand on monte dans une de tes voitures et ça, je trouve ça génial. Oui, j'ai une cliente de Guadeloupe qui était venue pour un mois et qui a voulu qu'on assure tous. Et elle a dit, quand elle a vu la publicité passer sur Facebook, elle s'est dit, ah non, c'est elle que je veux. Elle m'a dit tout de suite, elle a vu, elle a dit, c'est ce que je veux. Et vraiment, le jour du départ, elle m'a dit, j'aurais du mal à me réhabituer à la vie normale. En Guadeloupe, en fait, elle m'y avait pris goût. Elle m'a dit vraiment, je n'avais jamais vu ça. Elle me disait qu'elle n'avait jamais vu ça autre part. Elle a dit que le côté prendre soin, et puis elle disait le calme. Elle soulignait mon calme au volant, et puis toujours aussi à trouver des solutions. C'est-à-dire que mes clients, mes hôtes, quelquefois, il y a des imprévus. Donc, ils vont me dire, oui, mais telle chose. Je vais dire, c'est pas grave, je trouve une solution. On s'arrange, il n'y a pas de problème. Notamment, quelquefois, je sais qu'il y a des gens qui sortent et qui veulent qu'on vienne les récupérer. Sauf qu'ils disent d'une heure approximative, mais ils me disent, mais si jamais je veux... ça m'était arrivé parce que mais c'est vrai que c'est un service et je voulais pas te déranger, donc j'ai dit non, mais pas trop tard pour pas la déranger. Et en fait, tu m'as dit, mais non, mais profite de ton moment et je viendrai quand il faudra, donc pas de souci, tout ça. Et c'est vrai que tu mets vraiment à l'aise et j'ai pu passer un moment avec mon ami, trop génial, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai. C'est ça, j'ai par exemple deux femmes j'ai le souvenir, là, il y a 2 semaines, 2 femmes qui étaient dans un mariage, donc assez loin, à 1 heure de Paris, et je devais les récupérer. Je leur ai dit, elles m'ont dit, au début, elles m'avaient dit minuit. Et puis l'une d'elles me disait, non, minuit, c'est trop tôt, j'ai envie de profiter encore de l'ambiance. J'ai dit, écoutez, donc l'autre me dit, 2 heures du matin. J'ai dit, écoutez, on dit 2 heures du matin. Si aux environs de 1 heure, à 1 heure grand max, entre minuit et 1 heure grand max, vous voyez que vous avez encore envie de profiter de la piste de danse, vous m'envoyez simplement un message en me disant encore 1 heure ou telle heure, ou venez à telle heure. Il n'y a pas de problème. Simplement, avertissez-moi avant que je quitte les lieux et que je prenne la route pour venir. Donc, voilà, si tu veux, Cléopâtre Drive offre un service sur mesure. Quand je dis sur mesure, c'est vraiment adapté. Ça veut dire que je vais m'adapter aux besoins. Et pourquoi aussi, il y a quelque chose qui est important.
je demande qu'on avertisse, qu'on commande sa prestation minimum la veille. C'est pour ça, c'est pour tout ce genre de choses. Parce que la veille, si vous prévenez la veille, pas que si vous prévenez au dernier moment, je vais essayer de trouver une solution. Mais si toutes mes conductrices sont occupées, si moi-même je suis occupée, on est en prestation et qu'on est peut-être loin de Paris ou à des endroits éloignés de votre point de départ, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous laisser en train d'attendre 1 heure, 2 heures. Je vais vous dire non, trouvez un autre moyen si vous m'appelez au dernier moment. Parce que, comme vous pouvez avoir de la chance aussi qu'au dernier moment, je suis libre ou une conductrice est libre et je vous dis pas de problème. C'est déjà arrivé aussi pour des urgences, des choses comme ça. C'est déjà arrivé. Mais pour être sûr, quand vous avez une prestation, vaut mieux prévenir la veille minimum. Si vous le savez plusieurs jours à l'avance, c'est encore mieux. Mais vaut mieux prévenir la veille minimum pour pouvoir bloquer votre créneau. Parce qu'il faut savoir que c'est un service haut de gamme. Ça veut dire que chaque véhicule est préparé après chaque client. C'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas. On n'est pas dans de l'industriel, on n'enchaîne pas. J'aime bien comparer mon service à de l'artisanat. On n'enchaîne pas. On a besoin de préparer le véhicule, de désinfecter les véhicules, encore plus maintenant avec l'histoire du Covid, avec des mesures d'hygiène. Il faut qu'on désinfecte le véhicule après chaque passage dans le véhicule. Donc, il faut qu'on réapprovisionne le véhicule. Ça veut dire en eau, en jus. Si le client a demandé du champagne, faut que ça soit frais. Voilà, donc c'est important tout ça. Ce sont peut-être des détails pour certaines personnes, mais c'est important pour le service Cléopâtre Drive. Parce que comment on fait justement? Vas-y, termine, excuse-moi. Non, parce que je disais, c'est exactement la garantie du service de la société. La société est garante de ce service. Donc, c'est pour cela que je demande au mieux de prévenir 24 heures minimum à l'avance. Sinon, comme je vous dis, si vous avez un imprévu appelez, je verrai ce que je peux faire. Sinon, dans ce cas, je vous redirigerai vers des confrères. Justement, comment on fait pour te joindre si on a besoin de tes services? Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, par téléphone au 06 50 51 94 53. 06 50 51 94 53. Par téléphone, 24/24, 7 jours sur 7. Ensuite, beaucoup de gens me contactent par des messages privés sur LinkedIn, Cléopâtre Drive Prestige, sur Facebook et Instagram, qui sont tous les deux @Cléopâtre Drive collé. @Cléopâtre Drive collé, vous avez accès au service sur Facebook et Instagram. Merci en tout cas pour ces informations. On a dépassé. Excuse-moi, par boîte mail, sur la boîte mail, j'ai oublié de l'entreprise. C'est contact @cléopâtre-drive.com. Nickel. Je mettrai tout ça aussi dans les annotations du podcast, comme ça on pourra te retrouver facilement pour toutes les personnes intéressées. En tout cas, merci Télia pour ce moment, pour cette pause. On en a appris plus sur toi, sur la femme que tu étais. C'était une source de motivation qui est incroyable et j'espère sincèrement que ton témoignage aura inspiré tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci, j'espère aussi, et surtout que tout un chacun ne lâche rien et ne se sous-estime pas, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient confiance dans les événements, qu'ils aient confiance en la vie et qu'ils se lancent. Franchement, qu'ils se lancent. Le regret est le sentiment qui ronge le plus, c'est le plus mauvais sentiment, c'est le regret pour moi. C'est vrai. Pour l'avoir vécu, je confirme. En tout cas, merci. Je te dis à très vite. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye.